1957, donc une époque, c'était encore les 30 Glorieuses. Je suis né dans le Maine-et-Loire, dans une petite ville qui s'appelait Segré, qui s'appelle toujours Segré. On est dans l'Anjou, je dirais à la fois traditionnel, le côté un peu catho traditionnel. La bande dessinée telle qu'elle existait, les quelques albums et quelques revues, je l'ai découvert avec les bibliothécaires. Évidemment, avec, vu la région, un choix très précis de bande dessinée. C'est-à-dire que vous aviez globalement les 5 premiers Patrouilles des Castors. Hein, vous aviez beaucoup de Fond du Puits, et puis, sitôt qu'il y avait un personnage qui disait « Jules », hop, il était retiré parce qu'il n'avait pas l'imprimature des dames qui s'occupaient à la fois des bonnes œuvres et de cette bibliothèque. Parallèlement, je découvrais énormément de bandes dessinées dans des supports absolument incroyables qu'on a peut-être oubliés et qui est pourtant absolument essentiel. C'était d'une part la presse quotidienne. C'est également la presse féminine, donc lue par ma grand-mère, ma tante, maman, etc. Je suivais, mais vraiment, je dirais, de manière hebdomadaire, Bob Moran. Et le premier numéro de Pilote que j'ai lu, c'était encore la version hebdomadaire. Ça devait être au seuil des années 70, et c'était un spécial hémoglobine. Vers 11-12 ans, j'ai commencé à me dire, mais bon, ok, ça me plaît, mais d'où viennent les auteurs? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et curieusement, il n'y avait quasiment rien. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de livre d'études. Les seules études qui existaient, en fait, c'était les premiers français. J'ai commencé à faire des petites fiches. Bon, évidemment, on n'était pas encore à Internet, même j'avais même pas encore de machine à écrire. Alors, ce que je faisais, j'achetais des petites fiches toutes simples, et puis je faisais Herman, dans tel numéro de Tintin, numéro 27, a fait la couverture, a fait telle histoire, etc. Et puis j'ai commencé comme ça. J'ai eu mon bac fin juin. Le 1er juillet, j'ai commencé comme libraire à Angers. Sauf que c'était absolument pas libraire bande dessinée. Mais bon, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, allez, je vais pas continuer comme ça. Donc on était vers les années 76, 77, 78. 78, je dis, bon, allez, ça suffit, je suis tout jeune, j'ai plein d'énergie, je pars. Et pendant 2 ans, 3 ans, j'ai laissé complètement tomber la France. J'ai vécu à Amsterdam, j'ai vécu en déchargeant des camions en Grèce. Je suis rentré après, plein d'usages et raisons, vivant entre le reste de mon âge, hein, comme dirait Dubulet. J'ai décidé de reprendre. Maintenant, allez, hop, on va faire sérieux, on va travailler dans la bande dessinée. Je travaillais chez les éditeurs. Non, mais j'ai travaillé chez les éditeurs. Les éditeurs n'attendent que moi, je connais tout et tout. Pas prétentieux du tout. Évidemment, les éditeurs, il y en a 2 qui m'ont répondu que j'étais sûrement extrêmement gentil, extrêmement, mais qu'il n'y avait pas de place. Je commence à faire de la radio. Donc une émission de radio qui s'appelait tout simplement Mille Sabords, c'était profondément original comme titre. Et puis j'ai commencé à prospecter à nouveau les éditeurs, ça n'a pas marché. Et je me suis dit, bon, après tout, je connais la bande dessinée, je connais un peu la librairie, je vais essayer la librairie de bande dessinée, mais bon, en province, c'est même pas la peine. Je vais aller sur Paris. Quand est arrivé en 1975 Métal Hurlant, je me suis dit, c'est le journal. C'est le journal. Ça correspond à mes préoccupations, c'est le début de Moebius, c'est Drouillet, c'est Dionnet, etc. C'est la science-fiction, puis après ça a été l'esprit rock, mais au départ c'était la science-fiction. Et puis dans ce fameux Métal Hurlant, il y avait une rubrique de science-fiction, qui était ma deuxième passion avec la bande dessinée, qui était écrite par un certain Stan Barretz. Stan Barretz, à l'époque, dirigeait une librairie qui s'appelait Temps Futur. Il se trouve que je me suis retrouvé à Temps Futur. Au bout de 15 jours, il me dit, tu vas bien t'occuper de la co-direction de l'année de la BD. Donc ça a été l'édition 1984 que j'ai co-dirigée avec Sophie Barretz. Reste que il fallait que j'apprenne ce que qu'était l'édition, comment diriger un ouvrage. Alors j'ai fait bêtise sur bêtise, mais j'avais affaire à des gens intelligents qui m'ont dit, écoute, t'es pas trop bête. Donc les bêtises, tout le monde en fait. Tout le monde en fait. L'important, c'est de pas faire 2 fois la même. Voilà. Et c'est
comprendre pourquoi tu as fait et qu'est-ce qu'il faut faire. Et je me suis retrouvé ça. Cette même année, 1983-84, en dehors de ça, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelait Philippe Bronson. On a oublié Philippe Marchand de son véritable nom. À l'époque, journaliste à Pilote et Charlie, donc Charlie mensuel. Voilà. Et il a eu l'idée de faire un guide de la bande dessinée. Une espèce de petit fascicule comme ça qui a été fait par les éditions Temps Futur, couleur jaune, qui après a été réédité chez Glénat, et qui était une sorte de, je vais dire presque prémisse, d'un dictionnaire de la bande dessinée. Il m'a dit, tu veux pas me le corriger? J'ai fait toute la correction, le livre est sorti, on est resté en contact, on est resté copains, etc. Et à un moment, Philippe a été contacté à la fin des années 80 par Claude Moliterni. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en charge de ce fameux dictionnaire de la bande dessinée. Hein. Donc après, une fois qu'on a signé le contrat, il faut bosser. Il faut bosser, il faut partir de qu'est-ce qui existe, où sont les erreurs, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on va mettre dedans. Alors la première édition qui est sortie en 1993, 93 ou 94, voilà, mars 94, hein, voilà, mais a été livrée en fait fin 93. Donc, hein. La première édition de 1994, eh ben, elle correspond à, je dirais, le choix qui avait été fait initialement par Philippe, Claude Moliterni et moi-même. Donc il y a des choses, moi, que je trouvais assez déséquilibrées, parce que Claude était un grand spécialiste de la BD italienne, mais il y avait tous les seconds couteaux de la BD italienne. Donc c'est sûrement très intéressant, mais il n'y avait aucun représentant de la nouvelle bande dessinée à l'époque. On n'employait pas l'expression, la nouvelle bande dessinée des années 90. C'est-à-dire les Jean-Christophe Menu, etc., qui démarraient, vraiment démarraient, il n'y était pas. Ce qui fait la force de cet ouvrage, j'espère, c'est moi ce que j'appelle les deux grandes dimensions, qui sont la dimension verticale et la dimension horizontale. La dimension verticale, c'est d'où vient la bande dessinée, quels sont les pionniers. Donc ça va évidemment de Topfer, Gustave Doré, etc., puis après le XXe siècle, etc. Donc une démarche à la fois scientifique, c'est-à-dire que chaque information, je la vérifie une fois, deux fois, je les recroise. Quand l'auteur est vivant, j'essaye de prendre contact avec lui, etc. La dimension horizontale, pour moi, c'est le caractère international. C'est-à-dire que globalement, il y a les trois grands foyers de bande dessinée. Je dirais le foyer franco-belge ou belgo-français, le foyer américain, et puis l'autre grande qu'on a découvert, notamment, c'est le Japon et l'Asie. Il se trouve que donc il y a eu la première édition en 1993-94 avec encore des choses qui ont pu être évoluées, des articles que j'ai complètement remaniés et qui donc me correspondent mieux à partir de 98. Après, il y a une scission avec Claude Moliterni, tout simplement parce que lui décide de vivre sa vie, de faire d'autres ouvrages et tout, on se quitte en bons termes, que ça soit bien clair, on a, voilà, et contractuellement, donc il n'y a pas de souci. Je fais le livre en 2004, et puis je me dis, mais il manque des choses, il y a encore des choses à écrire. Et puis il y a surtout cette dimension internationale que j'avais commencé à esquisser dans l'édition 2004, mais qui n'était moyennement présente parce qu'il n'y avait pas de cahier couleur, ou très peu, c'était par tranche historique. Là, tout un cahier couleur, donc d'une bonne centaine de pages, voilà, et donc qui couvre un petit peu le côté vraiment international. Deux grandes nouveautés par rapport à tout ce qui a pu être fait, c'est un chapitre consacré à la bande dessinée chinoise, c'est également la bande dessinée africaine. L'idée, c'est effectivement de faire un ouvrage en perpétuelle évolution qui prenne en compte à la fois le côté historique, mais c'était aussi important de mettre toute une nouvelle génération. Moi, je trouve que le jeune Bastien Vives est important, son goût du chlore, ou dans mes yeux, ou etc. Ce sont des ouvrages qui tiennent la route. Des auteurs comme Ludovic Weber, moi son Lucille sur l'anorexie, moi, m'a bouleversé. Voilà mon rôle, et puis je continue, et puis tant que j'aurai l'énergie, j'en ai encore. J'étais un peu rapide. Merci. Merci.